Écoutez, je suis donc Éric Debarbieux, je suis délégué ministériel en charge de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire et en même temps un chercheur sur ces questions depuis 25 ans au moins. En quoi consiste votre mission et quel levier mettez-vous en place d'action contre le harcèlement? Je dirais que ma mission, elle consiste à éviter trop de simplisme dans la construction des politiques publiques contre la violence. Donc, quelquefois, on dit n'importe quoi sur les raisons sécuritaires, et donc de contribuer à la mise en place d'actions un petit peu rationnelles, qui ne soient pas simplement sur l'émotion, qui essayent vraiment d'aller au fond des choses sur ces questions de violence. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ma mission a beaucoup porté sur le harcèlement, puisque je pense que c'est un des problèmes majeurs des questions de violence à l'école, dont on parle maintenant, mais que depuis 4 ans en réalité. Effectivement, et justement, comment est-ce que vous, monsieur Debarbieux, vous pourriez définir le harcèlement? Écoutez, si vous voulez, je crois qu'on ne comprend rien à la violence à l'école si on ne se rend pas compte que c'est d'abord des faits qui ne sont pas forcément excessivement spectaculaires, excessivement brutaux, ils peuvent l'être, mais qui sont, quand ils se cumulent, quand ils se cumulent sur la même personne, donc avec des conséquences qui peuvent être extrêmement dramatiques. Alors c'est cet aspect de répétitivité, de petites agressions qui peuvent être des agressions aussi bien verbales, bien sûr, que plus symboliques. Vous savez, t'es plus mon copain, t'es plus ma copine, il n'y a personne qui te parle. Hein, que des agressions qui peuvent également être physiques ou quelquefois simplement le gamin qui se fait piquer à chaque fois sa règle, sa gomme, son goûter, son etc. etc. Et donc il y a une espèce d'escalade dans la concentration de ces, moi ce que j'appelle des micro-violences répétées. Et quelles évolutions aujourd'hui on peut remarquer autour des formes du harcèlement, notamment avec le cyberharcèlement? Quel rôle joue notamment Internet? Écoutez, il est vrai qu'il n'y a pas plus d'élèves harcelés maintenant qu'il y en avait dans mes premières enquêtes, par exemple en 91. Mais vous savez, j'ai interrogé plus de 200 000 élèves en France. Hein. Et donc, simplement, il y a eu une vraie bascule dans les formes de harcèlement à partir du moment où la cyberviolence donc, a fait son apparition. Et très souvent, c'est vrai que les jeunes qui sont harcelés sur Internet sont aussi harcelés dans la cour de récréation. Si vous voulez, c'est une arme de plus à destination des harceleurs. Et ce qu'il y a d'extrêmement délicat, c'est que maintenant, parler même de harcèlement à l'école, c'est presque plus vrai. C'est-à-dire que c'est partout. La grande différence, c'est quelque chose qui peut démarrer dans la cour de récréation, mais aussi dehors, dans un match de foot, quoi que ce soit, peu importe, va se poursuivre jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. C'est tout le temps. Et donc ce caractère répété est extrêmement public de la cyberviolence, effectivement, peut faire des ravages très rapides. Donc on voulait vous demander, nous c'est une question au syndicat général des lycéens qu'on se pose et on voulait avoir l'avis d'un spécialiste. Pourquoi, selon vous, des élèves harcèlent? Pourquoi est-ce qu'on a des harceleurs? Pourquoi est-ce que des gens blessent, heurtent la sensibilité de leurs camarades? Alors d'abord, il n'y a pas de type de harceleur. Il faut le savoir, on n'est pas prédestiné à être harceleur. Mais par contre, il y a un fonctionnement qui est toujours le même, je dirais, ou très souvent le même en tout cas, qui fait que moi, le harcèlement, je l'appelle l'oppression conformiste. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui se passe d'abord, il ne faut pas l'oublier, en groupe, avec un leader éventuellement, mais en groupe, où il y a un refus de la différence. D'abord. D'abord un refus de la différence. D'une différence qui peut être réelle, effectivement, parfois parce que c'est un handicapé, parce que il n'est pas de la même couleur que moi, ou parce qu'il n'est pas de mon quartier, il n'est pas de ma race, il n'est pas de tout ce qu'on veut, des questions d'homophobie qui sont très présentes, les questions de xénophobie, de racisme, etc. C'est le groupe qui n'apprécie pas la différence, qui a une oppression conformiste. Et puis aussi qui trouve ça drôle, parfois sans se rendre compte des conséquences de ce type de choses. Alors il ne faut pas oublier quand même que, encore une fois, c'est une attitude extrêmement minoritaire, malgré tout, d'être un harceleur très longtemps. Mais cette attitude, elle est aidée par des fonctionnements de groupe. Et en particulier parce que les harceleurs, ils ont besoin d'un public. Ils ont besoin qu'on les croit forts. Ils ont besoin qu'on les croit drôles. Ils ont besoin qu'on les croit beaux et intelligents. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le harcèlement est quelque chose qui monte beaucoup depuis la fin de l'enfance, je dirais CM1, CM2, vous voyez, pour culminer en collège et diminuer très brutalement au niveau du lycée. Vous voyez? Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas au lycée, mais ça existe beaucoup moins. Peut-être parce qu'on se rend compte qu'être une grosse brute de cours de récréation, c'est pas terrible. Alors justement, comment lutter contre le harcèlement? Nous, au syndicat général des lycéens, on propose d'instaurer des modules de sensibilisation
Est-ce que les punitions, les sanctions sont aujourd'hui des solutions qui sont viables ou est-ce qu'il faut privilégier d'autres recours pour lutter contre le harcèlement? Alors, il y a plusieurs choses. En fonction de ce que je viens de dire, il faut se rendre compte qu'il y a, pour lutter contre le harcèlement, il faut que ce soit une vraie alliance. D'une part, les adultes qui ont leur boulot à faire, les personnels de l'éducation nationale, mais aussi les parents, bien sûr, qui doivent mettre en place, c'est vrai, des actions de sensibilisation, qui doivent créer, par exemple, quand on a créé le concours Agir ensemble contre le harcèlement, vous voyez, des choses comme ça, pour bon, sensibiliser à la fois les professeurs, mais aussi bien sûr les élèves, mais aussi les parents. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que ces petites choses qui ont toujours existé, parce que c'est ça qu'on dit, ne font pas de mal. Bon. Et ça, je crois qu'on a plus ou moins réussi quand même. Alors c'est vrai que je suis très intéressé, moi, par ce qui se passe autour de cette application Gossip actuellement, parce que quoi qu'il en soit, bah, c'est les lycéens eux-mêmes qui se rendent compte, non, ça ne doit pas passer par nous. Ce qui veut bien dire que les campagnes de sensibilisation ont quand même un peu réussi. Tout simplement, le harcèlement, maintenant, pour la plupart des jeunes, non, pas moi. Bon, ça pourrait m'arriver, donc surtout pas à moi, et non, pas les agresseurs. Donc, si vous voulez, les adultes doivent être formés. Hein. On a par exemple mis en place, nous, des référents harcèlement dans toutes les académies de France qui doivent pouvoir aider les jeunes ou les parents qui souffriraient de ça. On les forme depuis maintenant plus de 2 ans et demi, vous voyez, de manière très régulière. Bon, c'est une chose. Mais il y a aussi le rôle essentiel des élèves, des jeunes eux-mêmes. Il y a une chose que les psychologues ont bien montré. Quand on a 11-12 ans, et encore plus après, on peut avoir des parents extraordinaires. On peut avoir des profs super, n'avoir apparemment aucun problème avec les adultes, et ces adultes, ils sont impuissants pour m'aider. Pourquoi? Parce que c'est le point de vue des copains qui compte. Parce que c'est ma réputation dans mon établissement avec mon groupe. Et donc de ce côté-là, on a vraiment besoin que les témoins bougent. Que les témoins, au lieu d'être des témoins actifs qui aident au harcèlement en faisant tout simplement, ils rigolent, ou ils prennent le petit surnom qui va faire mal, vous voyez, ou que ce soit des témoins qui soient passifs parce qu'ils ont peur, deviennent des témoins qui soient des témoins bienveillants et actifs. C'est-à-dire capables, oui, de dire ça n'est pas possible. De surtout, non pas simplement aller moucharder, c'est pas le problème. On sait bien, on n'est pas des balances, etc. Alors, c'est surtout vrai en collège, je pense. Hein. Mais en attendant, comment on n'en rit plus que celui qui donc est le harceleur ou les groupes se rendent compte que non, on doit effectivement dire non, simplement dire non. Donc il y a toutes ces possibilités du dire non, mais aussi de l'action positive. C'est vrai qu'un des exemples magnifiques qu'on a réussi, c'est le concours donc Ensemble contre le harcèlement. Quand vous vous rendez compte qu'en 2 ans, il y avait plus de 1800 donc, projets qui ont émané de ce concours, et ce sont des projets qui viennent des élèves eux-mêmes, avec l'aide des adultes. Sans les adultes, ça ne se serait pas produit, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas eu l'occasion. En attendant, c'est leur production. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on a vu des cas de harcèlement qui avaient été réglés parce qu'il y avait ce concours. Et où ceux qui faisaient le scénario, par exemple, c'était des élèves qui avaient été ou qui étaient harcelés. Donc de ce côté-là, je crois que là, c'est un exemple assez concret de ce qui peut se faire. Et en ce qui concerne l'application Gossip, c'est un outil supplémentaire du harcèlement et c'est un outil qui en fait la promotion. Oui, non, mais je trouve ça délirant. Il faut être clair. Cette irresponsabilité des adultes qui ont fabriqué ce type de choses, pour des raisons qui sont des raisons commerciales, on ne va pas dire les choses autrement, bon, en faisant semblant après de ne pas avoir compris ce qui risquait de se passer. Attendez, c'est pas sérieux. Bon, donc de ce côté-là, je suis malade. Tellement content de la réaction des élus lycéens et des diverses fédérations d'ailleurs, bon, tellement content du fait que, bon, il y a eu un effet d'intérêt peut-être, etc. Mais en fait, vous savez, ça s'est passé sur d'autres types d'outils aux États-Unis. Tout à Hein, fait. Au Brésil, ça a été interdit. Exactement. Où donc, de toute manière, ceux qui espèrent faire du fric avec ça, ben, ils se retrouvent le bec dans l'eau et quelque part, il y a une morale. Bon. Donc moi, l'application Gossip ou celles qui vont remplacer l'application Gossip ou l'utilisation d'un ensemble de moyens de communication ou de réseaux sociaux pour ce type de choses est évidemment quelque chose qu'on essaie de combattre. Mais le combattre, comment? D'abord en expliquant, d'abord en prévenant. Hein, ça, c'est très important. Maintenant, vous me posiez la question aussi sur, bon, si on arrive à être convaincu d'être un harceleur ou d'être, que ce soit cyber ou pas cyber d'ailleurs, est-ce que la solution, c'est pas la punition?
Bon, quelquefois, oui. Bon, je veux dire que la pire des punitions, il est très clair, hein, quand il y a de la cyberviolence, nous, quand on va dans un établissement, les gamins ils nous disent, mais alors on va nous couper notre compte Facebook. Bah oui, on va vous couper votre compte Facebook. Bon, ça marche assez bien. Bon, maintenant, il faut se méfier, parce que si on avait uniquement l'idée que, bon, je vais punir le harceleur, sans que rien d'autre ne se passe que cette espèce de je t'ai puni, c'est terminé. Ça n'est pas vrai. Parce que le risque qui est couru du coup, et les gamins nous le disent toujours, et il y a des gamins qui disent, mais monsieur Lebrun, ne le dites pas, ne dites pas que je suis harcelé, parce que sinon ça sera pire. Et quelquefois c'est pire. Donc ce qu'il faut vraiment essayer de mettre en place, c'est je dirais une justice réparatrice, y compris pour ce type de choses. C'est-à-dire qu'on nuit. On nuit à la communauté, on nuit à l'école, on nuit aux victimes quand on est harceleur, et de ce côté-là, il faut réparer, et se réparer en réparant. Donc oui, la punition, oui, mais si elle est éducative, la punition bête et méchante, ça ne peut qu'augmenter les problèmes. Ce qu'on nous explique, nous, c'est que quand on appelle à l'interdiction de cette application, on nous dit oui, mais il va y avoir d'autres applications encore et encore. Ne faudrait-il pas tout simplement interdire l'usage des téléphones pour les moins de 18 ans? Alors là, on est quelque peu offusqué. C'est pas du tout la même chose. Bon, c'est pas du tout la même chose. Après, je peux vous répondre en chercheur. C'est amusant parce qu'il y a eu un de mes collègues, un luxembourgeois, doyen de la faculté de psychologie, qui est un spécialiste de la question de la cyberviolence, entre autres, avec qui donc l'Observatoire international travaille beaucoup, qui avait lui, en tant que père de famille, été persuadé qu'il fallait interdire le téléphone. Bon. Mais comme ça scientifique, il a fait donc une expérience en faisant interdire le téléphone dans un certain nombre d'établissements scolaires et en l'autorisant dans d'autres. Parce qu'il disait, si on l'interdit, il y aura une baisse du harcèlement par téléphone, bon, par SMS. Bon, c'est le contraire qui s'est passé. Alors comment vous expliquez ça? C'est très simple. C'est aussi comment dirais-je, l'attrait pour l'interdit également. Hein. C'est aussi, vous savez, on le sait, hein, un problème pour la violence, mais pour d'autres violences que le harcèlement. Ces enfants, par exemple, ou ces jeunes, dans une expérience très très connue aux États-Unis, qui était un programme où on voyait des policiers en tenue qui venaient dans les établissements, qui viennent toujours d'ailleurs, dans les établissements scolaires pour faire en quelque sorte une leçon de morale. On ne doit pas se droguer, on ne doit pas être violent, etc. Voilà. Et les évaluations de ce type donc de programme, sur lequel moi, idéologiquement, j'ai rien contre. Si ça fonctionne, je veux dire, si ça fonctionne, tant mieux. Bon. Sauf que les évaluations montraient que le cœur de cible, si j'ose dire, c'est-à-dire les élèves qui étaient des élèves avec des comportements indésirables, renforçaient leurs comportements indésirables. Ah, on me dit de ne pas le faire, donc je le fais. Vous voyez, c'est tellement plus compliqué, il faut être tellement plus nuancé. C'est des choses qu'on ne doit pas prendre uniquement par l'idéologie, mais très très pragmatiquement. C'est pas la question du il est interdit d'interdire, ce serait stupide. Mais peut-être que, et sur d'autres problèmes que la violence et la cyberviolence, c'est quand même le sentiment d'appartenance à son établissement, à mon école de ma République en l'occurrence, qui peut aussi empêcher des identifications qui seraient donc beaucoup plus négatives, beaucoup plus déviantes par rapport à donc non pas simplement la norme sociale, mais à tout simplement au fait d'être bien ensemble dans un établissement scolaire. Très bien. On vous remercie, monsieur Devarvy.